Je m'appelle Cascadino, cela signifie la neige. Mon grand-père était algonquin, issu d'une famille pour qui la nature était source d'enseignement. Les castors notamment l'émerveillaient. Ces étonnantes créatures bâtissaient leurs habitations avec autant de talent que des architectes et n'hésitaient pas à changer de matériaux en fonction des besoins, comme le font les ingénieurs. La digue qu'ils construisaient par exemple pour barrer un ruisseau diminuait d'épaisseur dans une proportion mathématique à mesure qu'elle s'élevait. Dans leurs édifices, pour plus de confort, les intérieurs de chambres étaient tapissés de jeunes branches de sapin, et l'on n'y tolérait pas la plus petite ordure. En été, les bisons passaient dans la région de mon grand-père. Ils étaient si nombreux que leurs troupes mettaient quelquefois plusieurs jours à défiler, comme une immense armée. C'est vrai que l'on entendait leur marche à plusieurs milles de distance. Ma grand-mère tannait supérieurement la peau de bison avec l'écorce du bouleau. La viande du bison, coupée en tranches larges et minces, séchée à la fumée, était très savoureuse. Elle pouvait se conserver plusieurs années comme du jambon. Nous étions en 1930. Mon grand-père avait 40 ans et était en pleine force de l'âge. Loin de là, à Montréal, se préparait notre future entrée dans un tunnel, duquel nous ne sommes toujours pas sortis aujourd'hui. D'une poignée à leur début, des envahisseurs en provenance d'Europe s'étaient au fil du temps multipliés et avaient prospéré le long de la côte atlantique. L'un d'entre eux se nommait Ouellette, l'abbé Ouellette. Son objectif était d'offrir à ces familles prolifiques des territoires et à lui-même le contrôle politique et religieux de l'ensemble ainsi constitué. Le Manitoba était ouvert à la colonisation, et l'abbé Ouellette n'ignorait rien des enjeux. Une réserve indienne attira son attention. C'était la réserve de Saddle Lake. D'une étendue de 17 000 par 27, elle pourrait faire le centre d'un groupe de paroisses, se disait-il. À peine 15 ou 20 familles habitaient la réserve. « Voilà mon affaire, il nous faut cette réserve, déclara-t-il au vieil évêque dont le siège épiscopal était dans un village nommé Saint-Albert. Père Terrien, vous avez un devoir pressant à remplir, c'est de décider votre ami Olivier, le ministre de l'Intérieur, de nous passer la réserve de Saddle Lake, pour y établir des agriculteurs. Vous n'y pensez pas, abbé Ouellette, il faut le consentement des sauvages. Si ces derniers acceptent, ce que je ne crois pas, les terres de la réserve devront être vendues à l'enchère. Je sais ça. Ce sera pas facile pour vous, vous êtes un ami du ministre. Les sauvages ont confiance en vous. Supposons que je les décide à vendre, où allons-nous prendre l'argent pour payer comptant? Ne vous inquiétez pas de cela, c'est au gouvernement de fournir les fonds nécessaires. Nous lui rachèterons à 10 $ les 160 acres. Il le faut, c'est d'intérêt public. Nos familles s'en vont aux États-Unis, faute d'établissement. Le fourneau de la pipe du père Terrier était brûlant, tant il tirait vite des bouffées, en songeant aux moyens à prendre pour placer les colons sur la réserve de Saddle Lake. L'abbé Ouellette sentait les spirales bleues de la fumée qui s'envolait vers le plafond du presbytère, tout en répétant « Il le faut, il le faut !» À quelque temps de là, la vente de la réserve était faite. Le gouvernement avait acheté à assez bon prix. Il était décidé qu'il revendrait par morceaux à 10 $ les 160 acres. De partout, on se préparait pour aller s'établir sur les bonnes terres de la réserve. La vente devait se faire à un jour donné, au bureau des terres dans la ville d'Edmonton. Il était certain qu'il y aurait affluence. Les indésirables pouvaient décider d'acheter des lopins de terre ce jour-là. Aussi, 2 jours avant la date fixée pour la vente, l'abbé Ouellette et le père Terrien étaient rendus au bureau des terres avec quelques centaines de chefs de famille provenant de l'Est canadien. Tout était prévu. Chaque colon avait un papier indiquant le numéro du lot, du rang du canton où il était situé. Les gens restèrent là, attendant qu'on ouvre la porte de l'agence des terres et qu'on distribue les numéros. Le premier près de la porte ayant le numéro 1, le second et le numéro 2, et ainsi de suite, ce qui donnait l'ordre de l'entrée au bureau pour la vente des terres de la réserve. En laissant la place, elle aurait pu être prise par d'autres. Aussi, 2 jours durant, les colons de Ouellette restèrent là à attendre. C'était au printemps, le mauvais temps prit. La neige commença à tomber par gros flocons. L'abbé Ouellette et le père Terrier donnaient des imperméables, des provisions, et force bouteilles de gin. Le lendemain arriva tout un contingent d'autres colons, partis eux aussi de très loin, pour venir prendre ces terres. En apercevant toute cette troupe d'aspirants défricheurs, attendant depuis une journée déjà, ils se découragèrent et s'en allèrent. La partie était gagnée. Pour nous, par contre, le temps était venu de choisir. Entrer dans le tunnel de l'exil ou être exterminé. Où êtes-vous, les Biloxi, les Torimos, les Kappa, les Sotwi, les Bayagoulas, les Colapissa, les Tonsas, les Natchez? Toutes ces populations, amis, avaient déjà été tuées. Les Européens attribuèrent notre dépopulation à l'usage des liqueurs fortes, des vices, des maladies.
alors que la destruction de notre peuple s'était faite à coups de massacres répétés. Un nouveau monde devait naître. Notre langue avait pourtant une grammaire, c'était une langue complète. Un Algonquin et un Huron pouvaient parcourir plus de 1800 lieues de pays sans interprète et se faire entendre de plus de 100 peuples. La langue algonquine commençait au golfe Saint-Laurent et allait jusqu'aux rives du Mississippi. Nous avions nos noms, nos pronoms, nos adverbes. Les verbes simples avaient une double conjugaison. Les nombres et les temps suivaient le mécanisme de la langue grecque. Les verbes actifs se multipliaient à l'infini. Nos mères aimaient leurs enfants. Les aînés avaient un système complet de fables religieuses. Le temps a passé. Aujourd'hui, je m'appelle Chouinard. Le mot vient de l'argot français chouiner, qui veut dire crier, brailler. Crier d'une manière agaçante, comme le faisaient quelquefois les enfants. Ce nom a été donné à mon grand-père par un officier de l'état civil. À l'époque, pendant que les envahisseurs nous appelaient bisons blancs, bouche plate, bègues, chauves ou boiteux, les officiers français de l'état civil donnaient aux colons des sobriquets du genre corbeille, l'agacé, pitre ou souci. Cela les faisait d'ailleurs bien rire. Les officiers de l'état civil méprisaient les colons qui méprisaient à leur tour les Indiens, chacun pensant avoir affaire à un débile léger. Le temps a passé, les rues d'hiver montréalais m'ont appris à aimer les familles européennes auxquelles se sont jointes les familles asiatiques et africaines. Ensemble, nous sommes en marche pour à nouveau créer un monde. Tu peux trembler, colon des prairies, ton beau dossier décline, et nous sommes en train de ressortir du tunnel.